Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mes invités. Vous êtes de retour à la maison, une maison qui nous est chère et qui vous est chère, Sud Radio. Vous parlez d'humour avec amour. On savoure vos paroles qui n'ont pas toujours la douceur du miel, même si ce mot rime avec fiel. Bonjour Eric, bonjour Francis, bonjour les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Il n'est pas 17h mais 21h, mais on a le bonheur de vous retrouver parce que finalement, vous êtes de retour à Sud Radio, on va en parler, on vous écoute avec bonheur tous les jours, mais votre parcours, il est quand même très, très important, et le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer ce parcours à travers des dates clés. Donc on va le faire aujourd'hui, et je vais commencer par la date du 7 avril 1988, qui ne vous concerne pas directement, mais c'est les débuts de la deuxième chaîne locale nationale à voir le jour après TVR Rennes, la TLT. Oui. Et je crois qu'elle était importante dans votre parcours. Oui, c'est nos débuts. Hein. On y a fait nos débuts, on a fait beaucoup de créations. Déjà, on doit dire merci à Monsieur Pietri, qui était un ancien rédac-chef de TF1 d'ailleurs, et qui avait été nommé directeur de Télé Toulouse. Oui. Et j'étais allé le voir en lui proposant de faire une émission sur Télé Toulouse. Il m'avait dit on n'a pas d'argent. J'avais dit c'est pas notre problème là. Maintenant, nous, c'est d'avoir une télé pour faire des choses. Et on avait fait un deal qui a duré longtemps. C'est que on gagnait pas beaucoup d'argent, mais dès que le soir tombait, c'est-à-dire 21h, que les émissions s'arrêtaient, on nous donnait les clés de la télé, on nous donnait une équipe et on pouvait tourner toute la nuit. C'est génial ça. Ouais. Et on l'a fait pendant. On l'a fait pendant plus. Et ça a été un véritable laboratoire pour nous parce qu'on a fait notre apprentissage télé à Télé Toulouse. Et surtout, il y a beaucoup de sketchs qui sont nés de cette télé et qui sont passés sur scène après. Notamment d'ailleurs Jean-Paul André. C'est là, Céline Camille. Voilà. La clinique Saint-Thomas aussi. La clinique Saint-Thomas de Pinsaguel. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps des chirurgiens, des médecins qui à l'époque étaient étudiants et qui pour eux c'était culte, et nous on se rendait pas compte parce que on travaillait, et on peut le dire, jour et nuit. Donc ça a eu un énorme succès dans la région toulousaine, ça, mais on l'a pas vraiment savouré parce que le jour on écrivait, on tournait, et la nuit aussi, et en avant. Alors, il se trouve que finalement, vous avez deux parcours différents au début. Eric est né à Gaillac, je crois que c'est la 3e ville du Tarn après Albi et Castres. Oui, c'est possible. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui a fait ses études au lycée de Gaillac, c'est Pierre Mondy. Oui, oui. Et oui, bien sûr. Alors, au départ, le problème, c'est que vous êtes à l'école tous les jours et même la nuit. Oui, avec mes parents qui étaient profs et directeurs de collège. Tu habitais dans l'école. J'habitais dans l'école. J'ai habité dans plein d'écoles. Je suis né. C'est, je crois, pour ça aussi que j'arrive à bien parler du milieu enseignant, que j'aime bien, mais dont je connais les travers. Oui, parce que le problème aussi, c'est que votre mère était l'institutrice, donc elle ne vous passait rien, pas de favoritisme. Ah non, mais alors c'était d'une sévérité absolue. C'est-à-dire quand moi en dictée je faisais 3 fautes, j'avais 0, et les autres c'est quand ils en faisaient 10 qu'ils avaient 0. Donc j'avais très souvent 0. Et quand elle me mettait 0, elle me sortait de la classe. On était un genre puni dans le couloir. Et là, elle savait que mon père, qui était prof de français, allait passer et allait me demander ce que je faisais dans le couloir. Et donc, j'avais une deuxième couche. Ouais, c'était beaucoup plus cool avec le père, d'ailleurs. Ouais, parce que lui, il a failli. Alors d'ailleurs, c'est très drôle. Il a failli être. À l'époque, les gens étaient plus modestes que maintenant. Il était d'une famille vraiment pauvre et il avait réussi 2 examens après son bac. Il avait réussi l'examen de journaliste sportif pour rentrer à Radio Monte-Carlo et l'examen de l'école normale. Et sa mère lui a dit mais tu ne vas pas aller faire le clown dans une radio, tu vas rentrer dans l'éducation nationale. Donc en fait, il avait un peu dans l'âme ce côté radio, saltimbanque. Alors le problème, c'est que vous n'avez pas appris l'orthographe, mais la géographie, parce que vous avez beaucoup voyagé en France. Oui, beaucoup. Alors déjà avec mes parents qui ont déménagé partout parce que ils étaient enseignants, donc bref, ils déménageaient. Et puis après, avec les tournées, je crois qu'on a sillonné la France. Il n'y a pas d'endroits tellement où on n'est pas joué. Alors, et pour Francis, pour évoquer votre famille, j'ai trouvé une chanson. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ou
Une chanson de Johnny de Ah, c'est vrai 1966. Parce que vos parents s'appellent. Eh ouais, mon père s'appelait Joseph, il était charpentier, et ma mère s'appelait Marie. C'est extraordinaire. Marie-Anne, ouais. C'est extraordinaire. Voilà. Et effectivement, vous êtes né à Toulouse. Oui, alors je suis né à Toulouse, donc de milieu très modeste aussi. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 8 ans, de rentrer dans une chorale qui était l'équivalent des petits chanteurs à la Croix de Bois ici à Paris et qui sillonnait toute l'Europe. Donc grâce à ça, j'ai découvert la scène, les voyages et un monde que je ne connaissais pas et que je n'aurais pas pu connaître vu le milieu social dans lequel j'ai vécu. Je crois qu'elle s'appelait Les Petits Chanteurs à la Croix Potentée. Bravo, c'est ça. Et Exactement. c'était les Garons ou les Garonces. Et les Garonces qui après étaient extraits, il a pris 10 chanteurs de la chorale pour faire un groupe comme les Poppies à l'époque. Et donc on a commencé à faire des émissions de télé. À l'époque il y avait qu'une chaîne de télé, c'était le RTF. Et puis on a fait l'Olympia avec Georges Brassens. On a fait plein de choses qui étaient extraordinaires à l'époque. Et il y a deux 45 tours, je crois. Oui. Mon ami la musique, il nous disant. Oui, vous avez vraiment fouillé là, parce que il faut les retrouver ces Et disques. on les retrouve uniquement Non. sur le site Bi des musiques. Ah ouais, extraordinaire. d'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Je savais même pas que on pouvait les retrouver. Oui, et à l'époque c'était d'abord des paroliers, des auteurs célèbres parce qu'ils écrivaient pour Gérard Lenormand et tout ça. C'est Daniel et Richard Seff qui avaient écrit ces paroles et musique. Voilà. Et qui avait débuté à Toulouse, ils sont Exactement, dans un célèbre studio où venaient Johnny Hallyday, Sardou et tout le monde enregistrer le Condorcet. Exactement. Alors ensuite, c'est les Beaux-Arts à Toulouse. Oui. Parce que ça n'a plus rien à voir avec la chanson. Non, alors j'avais fait ça parce que effectivement j'aimais l'art, mais enfin dessiner et peindre, mais très vite je me suis aperçu que j'étais pas fait pour ce métier-là. Et puis bon, les débouchés sont assez, à part devenir enseignant, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Mais surtout la scène m'a manqué très vite. Donc avec les premières bourses des Beaux-Arts, je me suis acheté une batterie et je suis devenu musicien et j'ai commencé à retourner et à retrouver la scène. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Voilà, mais on va regarder parce qu'avec vous, la batterie n'était pas en danger, si j'ose dire. Mais il y a une chanson qui symbolise justement cette époque de votre vie. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne. Alors, cette chanson a une histoire, Francis, c'est que c'est la première chanson qui est marchée vraiment pour Michel Sardou grâce à Jacques Revaux, Oui. qui y croyait, après que Eddie Barclay l'ait viré en disant vous ne ferez pas carrière. Voilà, il y a On des- est toutes nos carrières sont pavées de grands professionnels qui nous ont prédit le pire. Exactement. Alors les balles populaires, ça vous a appris beaucoup de choses. Ah bah oui, d'abord, j'ai commencé la musique sur un coup de bluff parce qu'en fait, moi, je me suis mis à la batterie très tard avec des méthodes. J'ai appris, heureusement, je connaissais un peu le solfège, donc j'ai appris très vite, mais pas suffisamment pour avoir un niveau professionnel. Mais je suis rentré de suite dans des orchestres et là, les gens qui étaient autour de moi m'ont beaucoup appris. Et puis de jouer 4 heures tous les jours, je veux dire, le métier rentre vite. Voilà. Et alors justement, vous décidez-vous de faire un seul en scène, Eric, parce que vous avez envie de faire ça, et vous cherchez un musicien, un batteur. C'est-à-dire, oui, voilà. En fait, moi, j'ai démarré grâce à un radio-crochet, un gros radio-crochet à Toulouse. Oui. Où, comme j'étais étudiant, je sais plus, en 4 ou 5e année ou 6e de sociologie, on était vraiment fauchés. Et à l'époque, je jouais dans les bars de la guitare pour faire un peu d'argent. Et des copains m'ont inscrit à ce radio-crochet. C'est une histoire banale, mais enfin c'est vrai. Et alors la grande finale, c'était à Toulouse, à la Logrin, qui est la grande salle de spectacle de Toulouse. Enfin à l'époque, c'était la plus grande. Et là, dans le jury, il y avait quand même Souchon, Cabrel, tout ça. C'était un truc de haut niveau. Et j'ai eu un prix. Et donc j'ai commencé mes one-man shows et je me disais, le top du top, c'est d'accord, raconter des histoires, faire rire les gens, mais et chanter en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, le top du top, c'est d'avoir des musiciens. Donc j'ai engagé des musiciens et puis un jour un batteur
a arrêté, ou enfin ça s'est mal passé avec un batteur. J'ai appelé le studio le plus connu de Toulouse en disant, je connaissais le patron, j'ai dit tu peux pas me trouver un batteur pour 3 soirs, j'ai besoin d'un batteur, un remplaçant. Et c'était Francis, voilà. Et il est resté. Voilà. Et parce qu'au bout de 3 jours, vous avez compris que c'était à vie. Mais même même tout de suite. Ouais, le premier soir, comme on jouait dans une boîte de nuit à l'époque, dans le Tarn-et-Garonne, et en fait, on joue pas avant minuit dans une boîte de nuit. Donc on est arrivé l'après-midi, une fois qu'on a installé le matériel, on s'est retrouvés tous les deux et on a commencé à raconter nos vies, quoi. C'était sympa. Et puis on a de suite compris qu'il y avait une complicité naturelle qui se faisait, on a bien rigolé. D'ailleurs, le soir, il est venu dormir chez moi. Oui. Et il est resté sur le canapé du salon pendant longtemps. Et bon, voilà. Et ce qui est curieux aussi, c'est que vous êtes découvert plus tard des liens familiaux. Ah oui, ça c'est une histoire. Ah oui, ça, c'est incroyable. une histoire de dingue. Une histoire de Parce dingue. que en fait, Eric qui venait me chercher à ce moment-là, j'habitais chez mes parents toujours, je devais avoir 25 ans ou un truc comme ça. Et il vient et donc ma mère lui, pour le faire patienter, je me préparais. Elle lui montre un album photo et elle raconte un peu sa vie parce qu'elle avait un naturel pour ça. Et donc elle lui a montré un album photo où elle montrait sa mère qu'elle n'avait jamais connue et qui vivait en Normandie. Et là, Eric va vous raconter la suite. Parce que moi, je vois la photo de sa mère, je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de la connaître. Et je lui dis, mais alors elle me dit, oui, alors je l'ai jamais vue, tout ça, mais j'ai su que elle portait le nom de Madame Rami. Quand elle me dit son nom, j'ai dit, c'est pas possible. Je vais appeler mon père, qui lui, évidemment, était adulte à cette époque-là, alors que moi j'étais enfant. Et je lui dis, tu connais mais il dit oui, c'était une de nos voisines en Normandie. Incroyable. Et j'ai dit, écoute-moi bien ce truc. C'est la grand-mère de Francis que sa mère n'a jamais connue et que lui n'a jamais connue. Oui. Et nous, on la connaissait. Et dans un petit village à Vimoutier en Normandie, dans l'Orne. Et il s'est avéré, que c'était cette personne, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Oui. Et du côté des choses inconnues de votre parcours, il y en a quelques-unes. On va continuer à en parler à travers la date du 15 août 1961. À tout de suite sur Sud Radio avec les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités, les Chevaliers du Fiel, Eric et Francis. Bon, il n'est pas 17h mais 21h, mais vous êtes au micro pour évoquer bien sûr votre parcours, cette émission de Sud Radio et puis votre tournée qui va débuter dans quelques semaines. Alors, 15 août 1961, pourquoi je parle de cette date? Parce que c'est la sortie officielle d'une voiture que vous avez chantée. Je te prendrai nu dans la Simca Milan. Je te prendrai nu dans... Alors cette voiture a été mise en chantier en 57 par monsieur Pigozzi, Henri Pigozzi, patron de Simca. Et pourquoi a-t-il créé la Simca 1000? C'est parce qu'à la suite de la crise du canal de Suez, sa nationalisation, il fallait des voitures de moins en moins coûteuses en essence, donc il a créé la Simca 1000. D'accord. C'est à cause du canal de Suez. Ça, c'est incroyable. Alors c'est vrai que pour vous, cette chanson a changé votre vie. Oui, d'une certaine manière, oui, parce que c'est pareil, c'est parti d'un pari. Ça a commencé à marcher pour nous. On jouait à Paris au Musée Grévin, au théâtre du Musée Grévin. Et un soir, Hervé Hubert, le grand producteur, vient recommandé par quelqu'un. Bref, il vient voir notre spectacle. On se connaissait pas spécialement. Il vient voir le spectacle et il vient nous voir dans la loge et il nous dit. C'est très bien ce que vous faites. Au fait, la chanson que vous faites, parce qu'on avait déjà fait cette chanson, la chanson que vous faites, mais il était 3h du matin, on discutait de tout, et il dit, vous devriez en faire un disque, parce que ce truc réarrangé, house music, un peu boîte, électro, machin, ça peut marcher. Et vraiment, je me revois comme si c'était hier, c'était Boulevard Montmartre, je raccompagne au taxi, c'est 3h du matin, et il me dit alors, on en a pas reparlé, on le fait ce disque? Et moi j'ai dit, oh d'accord, on le fait, mais tu t'occupes de tout. Parce que nous, bon. Et là il me dit, bon on fait 50-50, comme on dit comme ça, en montant la bagnole. Je dis ouais, il allait fermer la porte, je rouvre, je dis non, j'ai quand même écrit les paroles et tout ça, je veux 60-40. Il dit ok, 60-40. Les 10% ont eu leur importance. Voilà. Oui, parce qu'en plus, la télévision a diffusé cette chanson grâce à Michel Drucker. Oui. Ah oui, c'est Drucker. Car il vous a repéré lui aussi. Oui, ah oui, exactement. en même moment que ça. Hein. Exactement, c'est à cette époque-là. Ouais. Voilà. Et en fait, on avait oublié d'ailleurs cette histoire de disque. Et c'est
Hubert qui nous a rappelé La veille. La veille de Il dit, vous l'enregistrement. n'oubliez pas que Deux mois après, hein, deux demain mois on va après. en studio. Oh, on dit merde, sa chanson, parce que nous on n'y croyait absolument pas. Et moi j'avais fait que 2 couplets, donc il m'en fallait au moins 4. Et on n'avait pas les choristes, enfin bon, etc. Et donc pour ne pas le décevoir, on lui dit oui d'accord, rendez-vous à 14h à tel studio pour les prises de voix, d'accord. Et nous on avait une autre assistante avec nous. Et puis bon, on rentre dans le studio. J'avais écrit les 2 couplets dans le taxi. Et on rentre dans le studio et l'arrangeur nous dit où sont les choristes. On dit les choristes. Et donc le chœur, ça disait et nous prendra nu dans la Simgamé. Et en fait, j'ai dit mais il faut combien de personnes ? Il dit on peut doubler même quadrupler les voix, mais il faut au moins un mec, une fille, tout ça. Donc il y avait notre assistante. Et le mec, on l'avait pas. Je cours dehors du truc. Il y avait encore le chauffeur de taxi. Je lui dis, vous voulez gagner 100 balles? Il me dit, ouais. Je dis, vous rentrez et on vous fait dire, il nous prendra nu à Simcamille 5 fois de suite. Et parce qu'on fait un disque et il nous manque un choriste. Et le mec, il dit, ah bah oui, c'est 100 balles. Ouais, 100 balles. Et enfin, on l'a jamais retrouvé, ce chauffeur de taxi, mais voilà. Il est devenu, voilà. Et ça fait 400 000 exemplaires au compteur, justement. Ouais. C'était, et après, évidemment, votre question, c'était, est-ce que ça nous a changé la vie? Oui, surtout au début, parce que d'un coup, on est sur un autre créneau. C'est-à-dire que nous, on était sur un créneau. C'est-à-dire qu'on a touché une autre clientèle. Hein. D'un seul coup, on a touché des jeunes qui allaient en discothèque. On s'est retrouvés dans les boîtes de nuit. Voilà, qui n'avaient rien à voir avec le théâtre dans lequel nous, on exerçait jusqu'à présent. Quoi. Alors, tout roule à ce moment-là pour vous, mais les débuts ont été plus complexes, avec des hauts et des bas. Et tout a commencé avec ce spectacle. Revendiquer, tu veux des revendications? Attends, on sache ce que ça veut dire et tu vas voir. Revendiquer, c'est ça. Le Roger, détournement trouve-moi. d'avion le plus fou de l'année, qui est une aventure incroyable parce que j'ai vu des images où on voit le public dans la salle qui lève les mains. Oui. Ils sont pris en otage. Voilà. En fait, c'était suite à toute une série de détournements d'avions. Et donc là, le titre du spectacle, le détournement d'avion le plus fou de l'année, c'était presque un happening, les premiers spectacles, parce que vraiment, on improvisait au milieu des gens et on faisait nos premières armes, quoi. Hein. Mais les gens en ont un souvenir, on croise de temps en temps des gens qui ont assisté à ces premières et qui en ont gardé un souvenir extraordinaire parce qu'on faisait jouer les gens dans le Mais public. nous-mêmes, on oublie les mérites des choses, c'est-à-dire que, c'est pas pour me les attribuer, mais quand on a un bon titre, la moitié du travail est fait. Et on a beau dire que c'était du happening, fallait le trouver, le détournement d'avion le plus fou de l'année. Et comment vous l'avez trouvé? Comme ça, à force de voir l'actu qu'il y avait là-dessus. D'ailleurs, on a eu des problèmes avec ça parce que les détournements à cette époque-là, il y en avait. Et il y a eu des festivals où on devait jouer et où le jour même, il y avait eu un attentat, un détournement et où on pouvait pas jouer, quoi. Donc, c'était un peu de la provocation, mais à l'époque, c'était très provocateur. Alors, j'ai retrouvé le détournement le plus fou de l'histoire. C'est le 24 novembre 71. Dans un avion entre Portland et Seattle, il y a un type masqué qui se fait appeler Dan Cooper. Il détrousse tous les passagers. Il prend un parachute, il saute, on l'a jamais retrouvé. Non, c'est authentique. Ah, c'est Il fabuleux. est parti avec $200 000 pratiquement. Ah, mais incroyable. C'est incroyable. Ça c'est complètement fou. Ouais. Alors, à l'époque, vous êtes 3. Parce qu'il y a aussi Gilles Petit qui est devenu producteur de musique de... Comment il est arrivé dans l'histoire? En fait, il était pianiste. Oui, il était pianiste et on l'avait rencontré dans un studio à Caen. On avait enregistré un 45 tours. Et puis, lui, il avait envie de redescendre dans le sud. Donc, il nous a suivis à Toulouse. Et puis... Parce qu'il avait une copine. Oui, qu'il avait sa copine là-bas. Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça. On pourrait essayer on a fait un disque ensemble, puis on a dit on pourrait essayer. Alors quand moi j'ai eu l'idée de ce spectacle qui était à la fois musical et théâtral, j'ai dit c'est bon, il y a Francis Kebater, lui qui est si on rajoute quelques machines, on peut faire de la musique. Donc dans le premier spectacle, ce détournement d'avion, il y avait des sketchs, mais il y avait aussi des chansons. Donc lui, il jouait du piano. Et d'ailleurs, le sous-titre de ce spectacle, c'était Les Chevaliers du Fiel. Oui, exactement. Parce que c'est comme ça que c'est le titre. Exactement. Bravo. Le nom des Chevaliers du Fiel est né comme ça. Ouais, alors ça, on doit ça à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui s'appelait Monsieur Léonard, qui était le patron du Festival Off d'Avignon. On a joué une première année le détournement d'avion, sous-titre Les Chevaliers du Fiel, et puis le spectacle a pas mal marché. C'était un succès raisonné, mais quand même un succès. Et l'année d'après, on vient avec un spectacle qui s'appelle L'Assassin est dans la salle, et ça démarre mal. Et je le croise dans la rue.
Et il me dit, ah mais vous êtes là cette année? J'ai dit oui, on est là, ça démarre bien. Je dis pas trop. Mais il dit, ah mais c'est pour ça, parce qu'au bureau du festival, beaucoup de festivaliers viennent pour savoir si les Chevaliers du Fiel jouent. Et nous, on s'appelait pas les Chevaliers du Fiel, donc j'ai dit, oui, mais c'était le spectacle d'avant, ça. Il dit, oui, mais tous les gens, ils croient que c'est votre nom. Dans la nuit, on a fait imprimer des affiches, les Chevaliers du Fiel dans l'Assassin de la salle, et ça a démarré à fond. Voilà. Alors ça s'est très bien passé. Je crois qu'il y a eu 150 dates, ça a été un gros succès. Ouais. Ça s'est moins bien passé à l'Européen à Paris. En 1995. Il y a des raisons. Hein. Oui, il a des grèves générales. C'était le gouvernement Juppé là, qui avec beaucoup de manifestations. À Paris, la grève des transports, c'est la fin du monde. Donc on avait fait un très bon week-end pour commencer. On était vachement contents. On était là pour 3 mois quand même. Hein. Voilà. On avait mis tout notre argent, surtout celui de la banque. Oui. Et le troisième jour, grève des transports, c'est-à-dire c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un métro, plus un bus, plus personne ne bouge. Et nous, chaque jour, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas un milieu tendre, chaque jour on payait la salle et on payait l'affichage dans le métro qui était fermé. Ouais, donc c'est normal. C'est la France. C'est la France, donc ça n'a pas traîné. Hein. Moi, j'appelais le banquier tous les lundis en lui disant ça démarre à Paris, mais ça démarrait pas du tout. Mais c'est fou parce que ce spectacle, finalement, c'était digne d'un succès au départ. Et oui. D'ailleurs, puis il a eu du succès 6 mois après. Oui, exactement. Le même spectacle, on est revenu au Théâtre Grévin en 96, donc en février ou Pâques, mars ou avril, je me rappelle plus. Ouais. Et ça a démarré de suite. Tout de suite. Et d'ailleurs, c'est là où on a rencontré Drucker et Foucault et tout est parti en avalanche après. Et Drucker, vous lui avez fait la peur de sa vie il a pensé un soir qu'il faisait sa dernière émission lorsque vous avez chanté Montagne, Montagne. Oui, alors lui, il adore. Oui. Je le salue, Michel. Je sais qu'il écoute beaucoup la radio et tout ça, donc il doit nous écouter. Oui, non mais là, bien sûr, parce que c'est des chansons hyper provoques que j'avais créées pour la radio d'ailleurs, pour Sud Radio. Et un jour, je lui ai fait ça. Et il m'a dit, c'est énorme, c'est drôle, mais c'est vulgaire, mais c'est drôle. Oui. Allez, on le fait. Et je sais pas combien de fois il me l'a fait faire à la télé. Ça. Ouais. Oui. Après un scandale chez lui, on a fait quand même Jésus. On a fait Jésus chez lui et on a cru que c'était la fin de tout le monde, là. Oui. Parce que c'était un samedi du week-end de Pâques, donc Jésus avec Marie et Jésus en étendoir à linge, ça fait un énorme scandale. Il y a eu une question ouverte posée à l'Assemblée nationale sur ce sketch. Le rapporteur des médias qui s'appelait Griottret. Oui, Alain Griottret. Voilà. A posé une question. Il n'y avait pas d'humour. Hein. Non, il a posé une question au Premier ministre. Est-ce qu'on peut supporter que la télé publique diffuse ce sketch à l'Assemblée nationale? Du coup, toutes les radios, toutes les télés nous appelaient pour avoir notre avis. Et notre avis, c'était rien, que nous, on avait fait un sketch sur Jésus, comme on avait fait un sketch sur les chasseurs, etc. Bon, c'est un scandale qui a rempli nos salles pendant des mois. Oui, pendant des mois, oui. Vous avez continué à remplir les salles, et il y a une autre date un peu triste, mais qu'il faut évoquer parce qu'elle est importante dans votre parcours et votre cœur, le 21 mars 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités, les Chevaliers du Fiel. Nous parlons tout à l'heure de ce rendez-vous quotidien de 17h que nous avons la chance de retrouver chaque jour donc sur Sud Radio. Une date importante dans votre parcours, 21 mars 2004, la disparition de cet artiste, de ces chanteurs mythiques. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Et c'est vrai que la disparition de Claude Nougaro vous a marqué, Eric et Francis. Oui, mais bien sûr, parce que avant même qu'on se connaisse, Eric aimait Nougaro, moi aussi, en tant que musicien, c'était quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, le seul qui a fait rimer un peu le français avec le jazz. Et puis, c'était une grande figure toulousaine. Ouais, puis c'était un mec de scène, c'est-à-dire... Quand Nougaro jouait ou chantait à Toulouse, c'était une messe. Hein, complètement. Incroyable. Et un jour, moi, je m'étais, je sais pas comment, débrouillé pour être en coulisses, dans cette fameuse halle au grain, là, où il chantait. Et ce qui m'avait frappé, c'était que l'État
l'état physique dans lequel il se mettait au cours du tour de chant, qui devenait une espèce de combat de boxe, quoi. Complètement. Voilà. Et donc, je m'étais dit, quel beau métier que de pouvoir se lâcher comme ça. Et quand on a commencé la scène, je me disais toujours, tu devrais finir comme lui, il était dans cet état en transe. Et le fait est que c'est souvent... oui, c'est le cas. On appelle ça se dépouiller, on se dépouille. Ouais. Et on donne tout. Mais c'est vrai qu'en plus, au début, il ne voulait pas monter sur scène. C'est son père qui, un soir de 54, l'a entraîné au Lapin Agile, le plus vieux qui apparaît de Montmartre, et l'a obligé à dire des textes et à chanter. Ouais. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ben, alors, plein de gens croient, parce qu'on a été quand même contemporains à un moment, et il n'était pas très, très demandeur de... Non, il était assez timide et assez réservé comme bonhomme. Par contre, il laisse un héritage qui est super. Et qui a chanté aussi bien une ville que lui? Exactement, et vous lui avez rendu hommage avec la muse de Nougaro. Je te donne le début, attention, essaye de trouver la suite, attention, il faut que ça rime. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Essaye de trouver une suite qui rime. C'est pas facile à faire comme sketch. Non, ouais, c'était un hommage... Alors je sais, et c'est marrant, hein, les trucs, je sais où je l'ai écrit, ça. Je l'ai écrit à Saint-Chamond, pendant que Francis réglait sa batterie. C'est vrai, ouais. J'avais rien à faire, moi, parce que les musiciens, ils en finissent plus de brancher des trucs, de débrancher des trucs. Ils rajoutent des aigus, ils rajoutent des graves, etc. Et moi, j'étais sur ma table avec un papier et j'ai écrit cet hommage à Nougaro. Et après, on l'a fait plein de fois avec Francis. Oui. Et Toulouse, effectivement, c'est votre ville. Bon, vous êtes là-bas traités comme des princes. Les restaurants vous sont ouverts, tout le monde vous connaît. Et c'est presque un peu trop, d'ailleurs, même. Ils étaient tellement ouverts, les restaurants, qu'on en a ouvert un. Exactement. Presque trop. Non, c'est-à-dire... Moi, j'avais peur de devenir un ministre local, quoi. C'est-à-dire une espèce de sommité du coin. Et puis, j'avais envie d'aller à la guerre, c'est-à-dire vraiment aller lutter dans ce métier, avoir ma place, etc. Donc, on a toujours été très attachés à Toulouse, mais on a passé beaucoup de temps loin de Toulouse pour faire notre boulot. En même temps, vous avez réussi quelque chose qui n'était pas évident, c'est l'autoproduction. Auto, je ne parle pas d'Assim Kamil, mais c'est autre chose. Oui. On a été produit, on avait signé avec un producteur, mais peut-être que c'est ça qui nous a précipité. Moi, un jour, Eric, il en a eu marre, et un jour il m'a dit, écoute, on va rentrer à Toulouse et on va s'occuper de nous-mêmes. Mais voilà. en mieux. Voilà. Et le producteur, qui était vraiment un des plus en vue parisiens, il m'a dit ça, il m'a dit, tu vas pas y arriver. Et si tu y arrives, je serai sur ton chemin pour t'en empêcher. C'était pas cool. C'est sympa. Donc, on est parti à Toulouse. On a plus ou moins loué un théâtre. On s'est mis à y jouer 3 fois par jour pour essayer de payer tout ça. Et ça a démarré, tout ça. Évidemment, il a fait partie des gens, une fois que ça a marché, qui ont dit, je le savais. Mais parce que l'élégance ne les étouffe pas, la mémoire non plus. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le métier. On en a croisé tellement d'autres formidables. Mais ça a marché parce que vous êtes complémentaires, Eric et Francis, même dans ce travail d'organisation. Oui, enfin c'est surtout Eric qui est le moteur de tout ça, parce que il faut pas oublier que moi je suis rentré, je suis monté dans un train en marche, donc c'est lui qui. Vous êtes devenu une locomotive. Ouais, voilà. Et donc, mais c'est vrai que bon, on est complémentaires dans la mesure où sinon, je pense qu'on serait plus ensemble si ça ne fonctionnait. Oui, on l'est. Ça peut pas fonctionner. Francis, il me calme dans son attitude, qui est plus calme, et je trouve qu'il a du bon sens. Dans des moments où il faut en avoir, et moi j'ai la folie des hyperactifs, tout ça, et encore j'ai l'impression que je me calme, mais je suis pas sûr que je me calme, mais quand moi j'étais inarrêtable. Oui, t'es toujours hyper actif, mais t'es un peu plus posé, voilà. Oui, voilà. Et la preuve, c'est que Eric et Francis, vous avez 4 théâtres aujourd'hui. Oui, ouais. 2 à Toulouse, 2 à Avignon. Oui, alors maintenant à Avignon, on n'en a plus qu'un, qui est vraiment nous. Et puis on a une salle de musique à Toulouse qui s'appelle le Rex, qui est vraiment la salle à la mode du moment pour les DJ, l'électro et tout ça, parce qu'on est quand même éclectique. Hein. Et voilà. Donc, oui, parce que on essaye de faire aussi d'autres choses. C'est pas l'appât du gain, parce que franchement, je crois que c'était Brialy qui disait avoir un théâtre, c'est savoir perdre de l'argent avec élégance. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on gagne pas d'argent avec un théâtre, à part les théâtres subventionnés, mais nous ne sommes pas des artistes d'État.
D'ailleurs, c'était Jérôme Savary qui disait la différence entre un théâtre public et un théâtre privé. Dans un théâtre privé, les spectateurs connaissent le nom de tous les comédiens. Dans un théâtre public, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse, ouais. Et oui. C'est ce qu'on disait entre Marseille et Monaco pour le foot. Exactement. Alors, il se trouve aussi que Avignon a eu beaucoup d'importance dans votre parcours. Vous y êtes allé à plusieurs reprises. Oui. Et c'est presque une tradition maintenant. Oui, non, mais il faut quand même savoir. On dit pas assez en France les choses qui sont bien. Ça m'épate. Quand les Jeux Olympiques à Paris, là, récemment, ont eu lieu, c'est franchement une réussite incroyable, une réussite mondiale. On a l'impression que les Français, ça les tord de dire on a réussi ce coup. Non, on l'a réussi, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de machin, tout a eu lieu, c'était magnifique, c'était beau, etc. Et Avignon, le Festival d'Avignon, c'est pareil. Le Festival Off d'Avignon était le plus grand festival du monde de théâtre. C'est en France, allez-y. Il y a combien 1500 spectacles par jour 1700 aujourd'hui. cette année, oui. Ouais. C'est formidable, il y a du pire au meilleur, oui, mais la vie va du pire au meilleur, donc c'est génial. Et nous, si ça n'avait pas existé, parce que nous, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de connaissances, eh ben, on n'aurait pas pu faire ce métier, et c'est le cas d'autres gens. Et donc, on est des grands défenseurs d'Avignon, même si, évidemment, il y a quelques années, 2 ou 3 ou 4, des gens essayaient de mettre la main dessus pour essayer d'en faire une sale affaire. Oui. Et je me suis occupé personnellement de lutter contre ces gens, pas pour prendre leur place, parce que je n'y suis strictement rien, mais parce que ce festival mérite d'appartenir aux comédiens, au théâtre, tout ça. Il y a une chose qu'on sait peu, c'est les armes du Festival d'Avignon, d'où elles viennent. Jean Villard, qui l'a créé un peu par hasard, était de Sète. Ouais. Il s'est inspiré des joutes de Sète pour créer les armes d'Avignon. Ah, je savais oui. pas. C'est exactement Ah ça. ouais. C'est fou, hein, ça. Ouais. Donc Avignon doit beaucoup à Sète, donc à votre, Oui. votre région. D'ailleurs, à une époque, alors nous on est vraiment implantés à Avignon, hein, mais à une époque, les commerçants d'Avignon, qui quand même, parce que ça fait venir des centaines de milliers de gens, donc ça fait en 3 semaines ils font le chiffre d'affaires d'un an. Hein. Mais quand même, c'était de bonne loi de critiquer toutes ces espèces de hippies qui venaient faire du des théâtre, affiches etc. partout. Et une année, en 2003, il y a eu grève. Ouais. Oui. Et le festival, il s'est arrêté. Et là, ils ont vu leur chiffre d'affaires. Hein. Mais ils sont tous devenus fans de théâtre. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Et dans les choses étonnantes que vous avez faites à Avignon, on est quand même en plein mois de juillet et vous avez fêté Noël. Ah oui, bien sûr. Bien Un sûr, spectacle sur Noël en plein mois de juillet, il faut oser. Oui, il faisait 45 degrés. C'est ça, et on faisait Noël Et d'enfer. nous, on arrivait en doudoune, parce que dans la pièce de Noël, on Et des skis. Voilà, moi j'étais avec des skis, un bonnet, tout Ouais. ça. Oui, c'est notre métier de faire ces jouvets qui disaient soyez fous, si vous ne l'êtes pas, qui le saura. Et Raymond Moretti, artiste bien connu, détestait Noël et il fêtait en général le 28 août avec ses copains dans un restaurant parisien à la Tour de Montlhéry. Les gens qui ont arrivé, il y avait des sapins de Noël, des cadeaux. C'était assez étonnant. Ben, dans notre restaurant au mois de juin prochain, il y aura la raclette de juin. Ah oui? Oui, c'est Ouais. une grande raclette. Tout le monde doit venir en doudoune et tout ça. Et bon, voilà. Mais c'est quand même la vie est moins pénible quand on se lâche un peu, non? Exactement. Et vous parliez de l'assassin et dans la salle, et toujours dans la salle, là, c'était aussi des spectacles novateurs, parce que le principe de trouver l'assassin dans la salle, eh bien, aujourd'hui, d'autres théâtres s'en sont inspirés. Ben, bien sûr. Ouais. Puis à l'époque, on nous disait qu'il fallait pas le faire. Eh oui, Les gens de théâtre, ils c'est nous disaient, anti-académique Voilà, faut d'aller pas le jouer faire. dans le public. aujourd'hui, c'est devenu un genre. Il y a des gens qui font des palais des sports en parlant aux gens. Alors, tu t'appelles Mathieu, bon, oui. machin, t'as qu'un cheveu sur la tête, enfin, etc. Ouais, le fait le public dans la salle qui intervient Voilà. comme coupable, c'est dans d'autres théâtres. C'est devenu un genre. Ouais. Ouais. Et vous y avez inventé ça comme ça. Oh, inventé, on a fait partie des précurseurs, en tout cas, de ça, oui, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, la police aussi, quelquefois, vous vous êtes fait arrêter Ouais. pour des histoires De voiture, Ah oui, oui. de vitesse en voiture à la grande époque, Ouais. on a quand même battu des records de... On a eu des histoires avec les douaniers en Suisse et des histoires avec la police en France, mais bon, ça s'est toujours bien fini. Ouais, parce qu'en fait, voilà, ça paraît banal, mais même chez les policiers, évidemment, il y a des gens très sympas et Oui. déconnants. Oui, oui. On a une histoire, on a le droit de la raconter Oui, parce oui, qu'elle tous est les droits ici. absolument On parle vraie. Un jour, on rentrait avec Francis rapidement, il faut le dire, sur l'autoroute de chez Patrick Sébastien, donc. Exactement, oui. Et Dans le Lot. il nous tarde de rentrer à Toulouse. Bon, bref, on roule vite. On roule trop vite, je le conçois, d'accord. Et à un moment, c'est Francis qui conduisait. Et à un moment, je me retourne, je vois la Subaru, là, la voiture de course qu'ont les policiers sur l'autoroute pour rattraper les gens. Et bon, moi, dans mon enthousiasme, je dis à Francis, accélère. Oui, de toute façon, on a été attrapés par les jumelles. Il me dit accélère, tu crains plus rien. Donc, on accélère. Évidemment, la Subaru nous colle derrière. Et on arrive au péage. Au péage, on s'arrête. On n'avait pas pété la barrière, donc on s'arrête. Bam, il nous coince.
ils descendent. Et à l'époque, on était à Sud Radio. Oui. Et ils arrivent, ils nous reconnaissent. Et là, le plus grand des deux, il dit « Oh non, c'est pas possible, c'est pas vous. » On dit « Bah si, on est désolé. » On commence à essayer de s'excuser, tout ça. Et puis ils nous regardent et puis ils nous disent bah, est-ce qu'on va leur supprimer le permis, ils pourront plus faire leur boulot, c'est dégueulasse. Enfin, les mecs vraiment sympas. Nous on leur sort des DVD qu'on avait, on fait des petits cadeaux, tout dédicacés. ça. Et puis il dit bah allez, on va en rester là. Et puis ils font 2 mètres, ils reviennent et disent oh, voilà, ça c'est ma carte, dessus il y a mon téléphone portable. Quand vous partez de Toulouse jusqu'à Brive, avant de partir, vous nous appelez, vous nous dites quelle est votre voiture, qu'on ne vous pourchasse pas si vous roulez trop vite. Ce qui fait que pendant 1 an ou 1 an et demi, on roulait comme des fadas, mais ils nous avaient dit à Brive, c'est fini, faut rouler. C'était une autre époque, aujourd'hui c'est plus possible. Bah ouais, et c'était très drôle, on n'en a pas abusé, mais on l'a fait 2-3 fois. Il faut dire que la et notoriété... une fois, ils nous ont vu passer, ils nous ont fait des pleins phares en disant bonjour. Il faut dire que la notoriété, ça arrange quand même pas mal de choses. C'était la Ils nous chanson écoutaient toute la journée à Sud Radio, tous les matins on était à Sud Radio, donc ils nous écoutaient. Comme on meublait leur matinée, ils n'ont pas voulu... Ils vous écoutent aujourd'hui à 17h sur Sud Radio. Ils doivent se reconnaître, on les salue, encore merci. Et puis il y a aussi un flic célèbre au cinéma à qui vous devez beaucoup, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui. Ah oui, Jean-Paul Belmondo, ça a été une super expérience. C'est contre toute attente, c'est lui qui nous a offert son magnifique théâtre, le Théâtre des Variétés, et qui nous a proposé, justement, on en parlait tout à l'heure de Pierre Mondy, qui jouait une pièce. Bon, ça se passait pas très bien, je crois, à cette époque-là, et donc il nous a demandé de le remplacer au pied levé, et donc on a joué. Du coup, on devait jouer 3 mois, et finalement, on a joué 5 mois dans son théâtre, et ça a été un grand seigneur. Parce que vraiment il était adorable avec son frère et il nous a permis surtout de jouer dans son magnifique théâtre pendant 5 mois, c'était fabuleux. Et ça a marché bien, pas autant qu'on l'aurait aimé, ni lui, mais c'était honnête, mais pas le triomphe de l'année. Et quand on a eu fini, il m'a envoyé un fax et il m'a envoyé un fax et il m'a mis « Cher Eric, je suis juste arrivé un peu trop tôt ». Exactement. Super, hein. Et 2 ans après, ça a explosé de partout. Et il m'a envoyé un fax, je le savais. Voilà. Et quelques années plus tard, on a refait le Théâtre des Variétés. Là, par contre, ça a été un franc succès. Voilà. Ah oui, on l'a rempli pendant des mois. Oui. Ouais. Eh ben, on va parler d'un autre succès, ce rendez-vous de 17h avec la date du 1er septembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Éric et Francis, les Chevaliers du Fiel. On a évoqué votre parcours, un peu méconnu parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'on ne peut pas tout savoir. Et puis depuis le 1er septembre 2025, c'est la fête à Sud Radio tous les jours à 17h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Donc le bonheur de revenir à la maison. Oui, rigolo. Comment c'est arrivé tout ça? C'était une rencontre avec Patrick Roger, qui est le directeur général. Oui. C'était l'an dernier, voilà. Moi, j'étais à côté de vos locaux, enfin de nos locaux, parce que j'étais à TF1 pour des réunions et des projets qu'on a avec eux. Et il me dit, ouais, ce serait bien qu'on se voit pour parler de la radio, tout ça. Alors bon, mai-juin, c'est la période où les transferts se font, hein, c'est comme au foot. Et j'ai dit, ouais, mais bon, il faudrait qu'on se voit à Paris. Il me dit, vous venez quand à Paris? J'ai dit, ah, mais je suis à 50 mètres à peu près. Il m'a dit, ah bah génial. On s'est vu, puis on s'est bien plu, sans doute, je pense. Voilà. Oui. Et donc il m'a convaincu. Après le soir, j'ai appelé Francis. J'ai dit, Francis, c'était pas prévu, mais ça te dirait de revenir à Sud Radio avec une quotidienne. On s'est. Voilà. Et puis on s'est mis C'est reparti. d'accord. On a dit ouais, d'accord. Oui, parce que Sud Radio, finalement, bon, vous avez fait beaucoup de radio, mais Sud Radio, ça a été tous les horaires possibles et imaginables Ouais, on a tout pendant, fait. pendant C'est des vrai. années. Tout C'est fait. vrai. On a commencé donc en 94, je crois, la première Ouais. fois. Au bout On de est 2 resté- mois, moi j'ai dit au patron, Oui. on arrête. Oui. Parce que ça me plaît pas. J'ai dit, c'est pas ça me plaît pas, mais je lui ai dit, je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Oui. Ouais. Et puis finalement, Il on m'a y est dit, resté attendez 3 les ans. sondages, on sait jamais. On a attendu les sondages, ça a cartonné, donc on est resté 3 ans. Ensuite, on est parti sur RMC. Après, on 3 est ans. 3 ans. On est revenu sur une petite période. On est revenu à Sud Radio. Oui. Ensuite, on a fait Rire et Chanson.
Ensuite, on est revenu sur Sud Radio. Alors, on y est resté 7 ans. Et là, on avait notre horaire. On est passé de... L'émission qu'on avait sur Sud Radio, c'était 17h, 18h, je crois. Oui. Et quand on est revenu, c'était le matin. 8h, 10h. 8h, 10h. Ça, c'est Oui. plus dur. Ouais. Mais c'était en direct. Le direct, fabuleux. Voilà. Parce que on n'était pas arrêtable tellement. Et comme ça cartonnait, vraiment cartonnait. Vous savez comment sont les gens dans les radios et les télés. Quand ça cartonne l'audience, vous êtes le roi du monde. Et donc on était les rois dans cette radio. On pouvait dire tout ce qu'on voulait, on pouvait déconner, moi je pouvais me moquer de tous les patrons de la radio, des actionnaires. Tout le monde applaudissait en disant c'est génial. Voilà. Et donc on a vécu quelques années de bonheur à Sud Radio. Et ben ça, le bonheur est revenu. Donc vous êtes arrivé et le décor est très simple. Vous êtes installé chez vous pratiquement. Oui. C'est pour la plupart des émissions, on les tourne à Toulouse dans notre restaurant, en haut, là, c'est une pièce qui est en haut, et qui est donc aménagée en studio, et voilà, ça a lieu. Voilà, et puis on va les tourner à Avignon aussi, les enregistrer, et puis après on verra, peut-être qu'on en fera sur Paris, on verra. Ouais. Après, voilà, il faut que le public suive, mais bon, voilà, c'est un retour, il faut un petit peu de temps là pour qu'on faut réinstaller l'émission. Mais le public déjà suit celui de Toulouse et est revenu dans le restaurant pour les enregistrements. Il y a une fidélité totale. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, il se trouve que vous parlez d'humour, mais c'est un travail quand même quotidien parce qu'il faut faire tous les jours une émission et même pour les enregistrer. Comment ça se passe? Déjà, c'est du travail d'écriture. Eric peut en parler parce que c'est lui qui s'y colle. Et donc, alors il faut écrire des sketchs, au moins 4 sketchs par jour. Voilà, vraiment en ayant beaucoup l'habitude, en ayant fait que ça de toute ma vie, je n'ai fait que écrire pour des gens, pour moi, tous les jours. Aujourd'hui, il y a 4 gros nouveaux sketchs par jour dans l'heure, et ça représente 2 heures d'écriture. Mais 2 heures d'écriture inspirée, quoi. Ça, mais tous les jours. Mais il faut trouver le sujet. Mais oui, il y a des jours où il n'y a rien. Non, et la nuit, je cherche. Oui. La nuit, je cherche et je cherche l'idée, en fait. Donc, s'il me réveille une fois ou deux dans la nuit, je cherche l'idée. Je me dis, et puis une fois que j'ai l'idée, c'est dans un tiroir dans ma tête. Et après, pour l'écrire, c'est bien plus simple. Voilà. En même temps, après, vous le jouez pratiquement en direct, avec quelquefois 2 lignes que j'ai. Dans un sketch, vous coupez 2 lignes. Oui. Ah bah ouais. Ça peut arriver, oui. Des fois, on se trompe de page. Non, et puis bon, donc là, on a retrouvé aussi un vieux complice de début, Pierre Galibert. Mais oui, comment il est arrivé? Moi, je l'ai connu à Radio Monte Carlo quand il était animateur. Après, il a fait des tas de choses. Comment vous l'avez connu? Sur Sud Radio. Oui. Ouais. Il avait une émission sans nous, d'ailleurs, mais on s'est connus. Et puis lui, c'est la première interview radio de ma vie que j'ai fait. C'est une radio qui s'appelait Radio Tarn Sud, dont il était la vedette, mais il y a perpète. Hein. Ouais. Et il m'avait interviewé. Donc, quand je le retrouve à Sud Radio, on a dit, l'an prochain, si on reste, on pourrait peut-être essayer, parce que moi je trouvais qu'il nous manquait un animateur dans l'émission, et le patron de la radio me disait oui mais qui, comment et tout ça, mais j'ai dit on en a un, lui, et en fait on a travaillé des années ensemble. Oui, avec une complicité, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous parler ou vous regarder. Oui, ça oui, fonctionne. Oui. Il sait très bien. Des fois il me dit qu'il voit dans mes yeux la connerie que je vais dire, enfin que j'en ai une bonne, quoi. Et donc il se dit voilà, et donc il laisse la porte ouverte. Oui, il nous connaît par cœur, il nous a accompagnés non seulement à la radio, mais à une époque il nous suivait en tournée et il présentait des spectacles. Il est tout ce qu'on n'est pas. Voilà. C'est-à-dire, il est sérieux, il est organisé. C'est un peu votre faux modérateur. Ouais, voilà. C'est ça, mais il aime ça. C'est un peu notre tête de Turc aussi. C'est un passionné de cirque et il aime bien faire le clown blanc. Et là, il est servi parce que dans notre émission, il en prend plein la tête. Oui, mais votre émission est très structurée avec des improvisations aussi. Oui, il y a des improvisations. Oui. Il y a des jeux. Il y a un jeu animé par lui, mais dans lequel évidemment on joue avec les spectateurs. Alors qui est un vrai jeu, parce que là, c'est ça ressemble au jeu des 1000 francs. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un quiz. Bon, en fait, c'est un prétexte pour déconner aussi. Et puis nous, on plaisante. Et puis il y a des histoires drôles qu'on raconte, qu'on fait raconter aux auditeurs aussi. D'ailleurs, il y a un concours, organisé. Et puis l'émission va se nourrir encore prochainement d'autres matières. Parce qu'il y a très longtemps, avec Francis, quand on a commencé ces métiers-là, parce que c'est des métiers différents, on s'est dit le dénominateur commun de tout ça doit être que personne nous dise ce qu'on a à faire.
Exactement. Et en même temps, non seulement vous vous amusez, mais ces histoires drôles. Bon, moi, je viens d'une époque où les histoires drôles, il y en avait tout le temps partout. Oui. Il y avait même un cabaret à Pigalle qui s'appelait chez René Labranlette. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non. C'était Non, dans- on est désolé. On en a il connu racontait des histoires salaces jusqu'à 2h du matin, Ah ouais avec sa femme au comptoir désespérée parce qu'elle les connaissait par cœur. C'était plein tous les soirs. Ah ouais. Et aujourd'hui, ça a changé les histoires drôles. Il faut parfois les modérer. Oui, Oui, oui. l'autocensure est devenue un acte majeur de notre époque. Hein. C'est-à-dire que les gens, je disais ça récemment dans une interview, mais c'est vrai, avant nous on faisait des sketchs en espérant que la télé les prendrait. Oui. Maintenant, on est engagé par la télé et on écrit des sketchs pour la télé. Et donc, la limite, elle est plus du tout la même. Donc, il y a une autocensure terrible. Alors, les jeunes humoristes, ils aiment pas trop entendre ça. Et pourtant, nous, pour avoir connu les deux, on sait que c'est vrai. Et vous respectez cette autocensure? Le moins possible. Voilà. Mais on a des rappels à l'ordre qu'on n'avait pas avant, évidemment. Oui, mais ça risque de passer, tout ça. On risque de revenir. On est quand même le pays de la gauloiserie. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train de s'américaniser d'une manière rédhibitoire, c'est-à-dire Ben, c'est le principe de précaution. Tout le monde, tout le monde a voilà. peur Tout le d'avoir monde un a peur. procès avec tout le monde. Et du coup, on n'est plus soi-même. Ça fait travailler les avocats, de toute façon. Oui, par contre, ouais, on le dit chez les chercheurs d'or, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vendent les pelles. Alors, il se trouve qu'il y a quand même des points communs avec le passé. Ce sont les personnages, car vos personnages sont restés. Oui, Oui. oui, parce que Yvonne est bonne, voilà. Violaine, le petit conservatoire. Oui. D'ailleurs, par exemple, pour Violaine, le petit conservatoire, on lui a dit, mais comment vous faites pour faire un... Mais j'ai dit, j'écoute les vraies radios qui font des émissions culturelles et mon sketch est fait. Hein. Exactement. Mais en même temps, ces personnages, vous les avez créés petit à petit au fil des spectacles. Oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je me souviens de Jean-Pierre Mounier. Mouniès, ouais. Mouniès, oui. Ah oui, homme politique. Candidat aux élections Ah ben là, présidentielles. lui, c'est le bon exemple parce que c'était un candidat fictif, évidemment, présidentiel. Donc, j'avais fait tout un programme de ça. On a fait des meetings avec des milliers de personnes. Hein. Oui. Et puis là, comme c'est les municipales, les prochaines, enfin j'espère, je me disais comment Mouniès, qui est un candidat national, peut être municipal, parce qu'on peut pas faire Sud Radio que sur Toulouse, que sur Bordeaux, que sur Limoges. Et en fait, j'ai trouvé, Mouniès a eu l'idée que toute sa famille se présentait dans chacune des villes, inspirée par lui. Voilà. Donc avec une liste très très pointue, puisque son programme, c'est une France qui a des couilles. Et moi, je me souviens de Ferdinand Lopp, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Oui. qui était le candidat permanent aux élections Oui. et qui proposait l'extinction du paupérisme après 22 heures. Ouais. Nous, par exemple, pour les retraites, Oui. Mouniès, il propose l'effaçage des passages cloutés à proximité des maisons de retraite Oui. pour que seuls les plus rudes résistent. Oui, voilà. Il faudrait aussi limiter la vitesse de la lumière à 299 Oui. km/h. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi Bernardo, moi qui m'a beaucoup frappé, parce que je suis un fan de Zorro. Ah. Là aussi, ça vient de Zorro. Ah oui, c'est Ah Francis. oui. C'est Francis qui Il sait est faire. sourd et muet. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, ce personnage, il est récurrent maintenant dans les spectacles et notamment dans le prochain spectacle Vacances à Dubaï. Et il y sera. Voilà. Mais ce qui est étonnant justement avec Bernardo, c'est que c'était un comédien qui s'appelait Jen Hume. Et que Alors son- ça, voyez, ça, vous nous le révélez, je m'en rappelais même pas. Et son père avait tourné dans les films muets. C'est vrai. C'est extraordinaire. Ah, c'est génial. Ah oui. Et- Ironie Ah, de joli. l'histoire. Mais c'est sympa. Et puis il y a Jean-Claude Cabrel aussi, ça, ce qui fait ma Oui. joie aussi. Ah oui, le frère de Cabrel, Oui. qui est un chanteur raté évidemment. Oui. Voilà. D'ailleurs, je le salue, son frère à Cabrel, puisqu'il a un frère qui n'a jamais essayé de chanter. On peut pas lui en vouloir. Mais oui, j'avais inventé ce Jean-Claude Cabrel qui chantait comme Cabrel, mais en beaucoup moins bien. Voilà. Ouais, et Cabrel n'a rien dit, le vrai. Non, alors. Non, il a rien dit. C'est très très bizarre parce que les autres artistes, ils ont. C'est rare qu'ils rentrent complètement dans les délires parce que quand même les artistes, pour la plupart, ont quand même un ego assez posé, quoi. Donc quand on se moque d'eux, bon, ça leur fait pas plaisir à tous. C'est pas le cas de Cabrel, hein, il a jamais Non, râlé, je pense pas, mais bon. mais à un moment, je faisais un sketch sur la femme de Cabrel Oui. qui gueulait parce qu'il faisait qu'un album tous les 5 ans et que pendant 4 ans, il faisait chier tout le monde. Et j'ai su par des gens qu'ils avaient moyennement apprécié, mais c'était pas méchant. Hein, On voilà. adore Cabrel en plus. Ouais, j'adore. Remarquez, il a commencé
en travaillant dans un magasin de chaussures où il écrivait ses chansons. Oui. C'est normal que vous le D'ailleurs, mettiez en boîte. Oui. sa première chanson, il le raconte, il l'a écrite justement quand il gardait le stock derrière. Mais et non, il mais c'est écrivait pas ça. Goldman, ça? Non, c'est Cabrel. C'est Non, lui, c'est c'est Cabrel. Cabrel. Parce que Il a Goldman, il écrit- vendait des godasses aussi. Oui, sa mais première c'est le chanson, magasin c'est de sport. Petite Ouais, Marie. sport. Petite Marie. C'est la Et première lui, il chanson vendait qu'il a des écrite. chaussures, mais où il vendait jamais, j'entends. Si, mais si, il dans était- un magasin. Mais du côté d'Agen, il était. Exactement, exactement. Ah, quand même, génial. Alors ça, c'est Sud Radio, mais il y a aussi la tournée qui débute avec de nouveau des zéniths et Oui. c'est Vacances à Dubaï. Exactement. Alors, Vacances à Dubaï qu'on crée donc au théâtre Le Paris à Avignon pendant une semaine, et ensuite on enchaînera avec Toulouse pour le rodage, et après la tournée démarre le 15 janvier à l'Arena de Bordeaux, et puis ensuite une trentaine ou quarantaine de villes, des zéniths, des arénas. Oui, Voilà. on a un nombreux public, on a cette chance depuis des années, et surtout ils sont contents d'avoir un nouveau spectacle. Or, des nouveaux spectacles, on en fait tous les ans ou tous les 2 ans, donc on en a fait, et je ne sais 24, pas combien. je crois. Oui, voilà, C'est ça. ouais. On en a fait plein. Il y en a Et, même qu'on a fait uniquement pour la télé et qu'on n'a jamais rejoué Voilà. sur scène. D'ailleurs, en parlant de télé, on a signé maintenant avec TMC Oui. pour la diffusion de ce spectacle qui aura lieu dans quelques mois. Et avec le groupe TF1. Voilà. Et Vacances à Dubaï, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une folie. On retrouve la famille Lambert qu'on a retrouvée donc Oui. dans Croisière d'enfer, dans Vacances d'enfer, donc toute cette série Camping Car Forever. Ils et tout vont ça. à Dubaï d'une manière inattendue, parce que c'était pas prévu qu'ils aillent à Dubaï, c'est pas dans leur culture. Et moi, qui ne suis jamais allé à Dubaï, ça m'intéressait d'écrire ça parce que je voulais parler juste de ce qu'en pensent les gens, enfin du fantasme de Dubaï, puisque beaucoup de gens en parlent mais n'y sont pas allés. Et donc eux, ils se retrouvent par hasard à aller à Dubaï. Ils vont à Dubaï, ils se retrouvent dans un très bel hôtel de Dubaï, et c'est la confrontation de ces gens avec ce milieu bling bling autre. Ça promet. Et bien sûr, ça ne vous empêchera pas de continuer à 17h. bien sûr que non. Sud Radio. Plus que jamais. Plus que jamais. Bah, écoutez, on vous écoutera à Sud Radio, et puis ensuite le soir, on ira directement au théâtre. Voilà. Et puis, continuez ainsi. On est vraiment heureux de vous avoir retrouvés. Merci de faire cette belle émission où les artistes Oui. ont le temps de parler. Exactement. Et c'est un privilège de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Eric et Francis. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.